Il est toujours avec nous pour répondre à toutes les interrogations. Vous êtes sur la bonne antenne de la diaspora africaine. Moïse Agbenye Gans et Moïse, c'est mon nom. Monsieur Innocent Kagbara, il est entrepreneur, député à l'Assemblée nationale et président du PDP, attendé par la Parti du démocrate et panafricain. Merci infiniment d'être avec nous, monsieur Innocent Kagbara. Ok, merci. Avant la petite pause, j'ai eu une question de notre ami qui essaie un peu de taquiner, c'est tout à fait normal. C'est vrai que nous avons un représentant à la CENI, mais il faut savoir que les décisions se prennent au niveau de la CENI de manière collégiale et notre représentant, il fait ce qu'il peut au niveau de la CENI, mais quand il y a des difficultés, nous avons des remontées d'informations qui nous permettent de pouvoir réagir. Donc, comme j'ai dit lors d'une autre émission sur New World, que s'ils supposent qu'ils ont atteint leur objectif, parce que quoi qu'ils disent, il y a des standards. S'ils supposent, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour une reprise du recensement dans la première zone. Et j'ai bien dit à l'entame de mes propos que les 2 jours qu'on a donnés dans la seconde zone, moi je pense que ce n'était pas opportun. Ces 2 jours pouvaient permettre de pouvoir maximiser, de pouvoir revenir dans la première zone. Parce que les 2 jours qu'on a donnés, n'ont pas été vraiment utilisés à bon escient dans la seconde zone parce que les gens se sont fait déjà recenser. Le nombre de jours impartis a permis aux gens de se faire déjà recenser. Donc, c'est beaucoup plus dans la première zone que nous avons des difficultés. Donc, pour nous, notre proposition était que ça revienne dans la première zone. Mais, au-delà de ça, c'est au niveau de l'administration du territoire que ça se décide. C'est vrai, en accord avec la CENI, mais nous ne sommes pas seuls au niveau de la CENI. Nous ne sommes pas seuls et nous faisons ce que nous pouvons au niveau de la CENI pour revendiquer. Maintenant, la décision, elle est prise des fois ailleurs. Donc, il faut qu'on puisse comprendre cela. Donc, nous plaidons pour que même au niveau de la troisième zone, si on se rend compte que même s'il y a de l'affluence et qu'on a pu recenser le maximum, si on doit ajouter 2 jours en termes d'équité, comme ce qu'on a fait dans la première et dans la seconde zone, que ces 2 jours-là nous permettent de pouvoir continuer le recensement dans la première zone. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à sa préoccupation. Donc, sans langue de bois, j'ai répondu à sa question. Ici, tout le monde vient donner son avis et poser des questions à nos invités pour qu'ils puissent nous répondre et éclaircir les zones d'ombre. Et nous abordons cette seconde partie de notre émission Avis de la diaspora pour parler donc de l'actualité africaine. Et premièrement, nous irons donc en RDC pour poser la question de savoir. Nous avons vu récemment, et puisque l'actualité a été marquée cette semaine également par la présence donc du président congolais Félix Tshisekedi qui a été en Chine pour revisiter les contrats qu'il entretenait en fait avec la Chine. Alors, monsieur le président des partis politiques, vous qui voulez être un nouveau président pour le Togo dans le futur, comment et quelle est l'image que cela donne et comment est-ce que, quels pourront être les thèmes du contrat pour Félix Tshisekedi en faveur du Congo pour qu'on trouve véritablement solution à tous les problèmes dont on confronté le RDC aujourd'hui? Merci pour la question. Moi, je crois qu'au niveau des présidents africains, nous devons commencer par nous affirmer et signer des contrats qui en valent la peine. Nous ne pouvons pas signer des contrats parce que très souvent, c'est un marché de dupes. C'est un marché. Si on n'a pas les techniciens qu'il faut dans nos ministères pour nous dire ce contrat-là, ce n'est pas intéressant pour le pays, il ne faut pas signer ce genre de contrat et hypothéquer l'avenir de la jeunesse africaine. Dans un certain nombre de pays, les contrats que nous signons, ce n'est pas l'avantage du pays. Et nous n'avons pas les ressources et les moyens pour pouvoir revendiquer nos droits. Je crois qu'il y a eu un accord. C'est un marché de dupes parce que les engagements de la partie chinoise n'ont pas été respectés. Les engagements de la partie chinoise n'ont pas totalement été respectés. Si on peut revenir à un accord beaucoup plus équitable pour la RDC, ça peut être une très bonne chose. Mais cela dépend aussi des rapports de force, des ressources que vous avez. Sinon, la Chine, c'est un partenaire. Nous devons la considérer comme un partenaire, mais la Chine ne doit pas devenir les nouveaux colons. Nous ne pouvons pas sorti du joug d'un certain nombre de personnes pour pouvoir nous mettre sous d'autres personnes. Là, non. Nous sommes africains, il faut que nous apprenions à faire un travail sérieux, un travail de qualité, avec des ressources que nous avons et nous puissions nous affirmer. Quand un contrat n'est pas bon pour nous, qu'on dise qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas parce que des gens nous disent qu'ils vont nous apporter de l'argent qu'il faut qu'on accepte le contrat. Et je crois que le président Tshisekedi, c'est un président qui est décomplexé. Et je crois qu'à travers les pas qu'il pose, il demande un rééquilibrage. Et s'il peut l'obtenir, c'est une bonne chose pour l'Afrique.
C'est l'avis donc de M. Innocent Kagbara. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous recevoir sans parler également du cas de ce Congo, de ce même Congo qui a beaucoup de richesses et que d'autres colons, ou disons même la Chine, pillent en ce moment. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer en tant qu'Africains pour ce cas d'espèce, M. Innocent Kagbara? Nous en avons déjà parlé, nous ne sommes pas sérieux. Nous tous, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous n'aimons pas suffisamment nos pays. Quand quelqu'un tient un discours, il vient au pouvoir, il dirige pour son clan, il dirige pour sa famille, il dirige pour quelques intérêts, il ne dirige pas pour le plus grand nombre. On ne fait pas en sorte que quand nous ne sommes pas là, qu'on dise celui-là c'était un bâtisseur, comme ceux qui ont construit Singapour, comme ceux qui ont construit le Vietnam. Il y a des présidents qui sont venus, qui ont tout mis à zéro, qui ont pris des gens, même si c'est des gens de l'autre côté, de l'autre bord, qui ont fédéré les énergies et qui ont permis au pays d'avoir une fibre patriotique. Parce que quand vous n'aimez pas le pays, vous ne pouvez pas le construire. Donc si nous arrivons à faire ça et que nous sommes sérieux et que nous comprenons même qu'au niveau de la gouvernance, même si vous êtes au pouvoir, vous devez faire en sorte que votre opposition soit une opposition non alimentaire. Vous devez faire en sorte que les journalistes soient des journalistes non alimentaires pour pouvoir fédérer les énergies. Vous devez faire en sorte que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Vous devez investir beaucoup plus dans les secteurs technologiques, dans les secteurs techniques. Si on comprend que ça, c'est ça le plus important, nous allons construire nos pays. Et je crois que d'ici 20 ans, nous n'allons plus parler de l'Afrique en ces termes. Ce que nous allons chercher à faire, c'est pouvoir rivaliser les dragons, c'est pouvoir rivaliser les Européens en termes de technologie, un certain nombre de compétitions où nous pouvons aller à l'international. Pour le moment, nous ne sommes qu'à nos besoins primaires. Et c'est là où vous vous rendez compte que nous n'avons pas du tout avancé. Tout ça là, ça revient à quoi? À la question de gouvernance. On n'aime pas nos pays. Et deuxième chose, on gouverne mal. Donc, c'est l'amour du pays et une question de gouvernance. Alors, que ferez-vous si vous étiez à la place donc de Félix Tshisekedi en ce moment? Non, je pense que Félix Tshisekedi est en train de rééquilibrer un certain nombre de choses. Il y a également le conflit avec son voisin. Moi, je suis admiratif du président Kagame. Il dirige bien son pays. Et je suis parti au Rwanda, c'est un pays exemplaire. Mais il n'a pas le droit d'agresser un autre pays. Ça, nous devons être clairs là-dessus. Il n'a pas le droit d'agresser un autre pays. Je pense que ça a été fait dans un autre contexte. Maintenant, les gens, ils savent qui ils sont, ils veulent le respect de leur souveraineté, qu'on leur permette de construire leur pays dans le respect de leur souveraineté. Et ça, je n'entends pas autant de condamnations au niveau de la communauté internationale comme le cas de l'Ukraine. C'est toujours deux poids, deux mesures au niveau de la communauté internationale. C'est ce que nous dénonçons aussi. Nous devons nous prendre au sérieux. Donc nous aussi, au niveau de la communauté africaine, nous devons soutenir nos frères qui sont en difficulté. Il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent pour soutenir nos frères qui sont en difficulté. C'est ça, c'est notre manque de solidarité et cette division qui fait que des gens prennent l'Afrique pour, je ne sais pas, où chacun peut venir faire ce qu'il veut. Nous devons mettre un terme à ça, nous prendre au sérieux, diriger nos pays pour être des hommes d'État, de véritables hommes d'État, de bâtisseurs. Travailler pour le plus grand nombre. Créer les conditions pour que nous puissions avoir le maximum d'infrastructures, régler le problème de santé, que les gens puissent faire 2 ou 3 repas, que les gens puissent rêver. Quand vous êtes dans un pays africain, il y a peu de pays africains qui vous font rêver. Il y a peu de pays où vous pouvez aller, vous posez une question à la jeunesse, ils croient en leur pays, ils rêvent. Nous devons avoir des chefs d'État qui nous permettent de rêver. Et nous, ce que nous voulons incarner dans le futur, c'est cette manière de faire la politique pour être vrai, pour être qui nous sommes, nous imposer, nous affirmer, dealer avec tout le monde. Nous voulons qu'on nous respecte dans nos choix stratégiques. Nous n'imposons pas les choix stratégiques à d'autres pays. Et il n'y a pas de raison pour qu'on puisse nous imposer nos choix stratégiques. Donc, c'est cette rupture avec la façon de faire des chefs d'État, des anciens chefs d'État, qui peut créer les conditions d'un respect mutuel pour que nous puissions prendre les décisions qui honorent et qui engagent la vie des millions de nos concitoyens. C'est quand nous allons arriver à ça que vous allez voir que en 20-30 ans, nous pouvons rattraper notre retard. Et nous prenons l'engagement d'incarner ce leadership dans le futur. Direction le Sénégal, 6 nouveaux morts portant à 15 le nombre de décès depuis la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko jeudi dernier, c'est le bilan. Alors, nous savons tous que l'actualité est marquée par cette semaine par donc cette condamnation dont on parle 2 ans et on change également donc de thématique. Monsieur le président du Parti démocrate et panafricain, Innocent Kagbara, dites-nous, quelle est la lecture que vous faites en tant qu'opposant de cette situation qui prévaut au Sénégal?
Non, moi, des fois, il y a des chefs d'État, il y a des anciens opposants qui sont devenus chefs d'État qui me font honte. Ils me font honte, ce qui fait que la valeur d'un opposant n'a plus ça pose un problème. Parce que ça pose un problème. Parce que vous ne pouvez pas venir changer des gens. Vous ne pouvez pas tenir le discours que je suis en train de tenir et venir faire pire qu'eux. Parce que quand vous comparez les vidéos en 2011 et ce qui se passe maintenant, c'est le même qui disait qu'il voulait faire 2 mandats. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'ils sont indispensables. Les hommes indispensables et intelligents, il y en a beaucoup au cimetière. Il y en a beaucoup au cimetière. Moi, en ce qui me concerne, parce que le cas du Sénégal, il faut voir la chose sur 2 aspects. Sur le plan juridique, vu que c'est une nouvelle constitution, c'est vrai qu'il a peut-être le droit de se représenter. Mais il a pris un engagement. Il l'a dit. Il a fait des audios. Il a pris un engagement de ne pas se représenter une 3e fois. C'est pour ça, au niveau d'un certain nombre de constitutions, par exemple au niveau du Bénin, un certain nombre de pays, on dit nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Donc ce problème est réglé. Mais si on dit nul ne peut faire plus de 2 mandats et que vous allez à une nouvelle constitution, et les gens sont tentés à changer une virgule ou un point majuscule dans la constitution pour permettre d'aller à une nouvelle constitution, mettant toujours les compteurs à 0. On a vu le cas dans d'autres pays. Et ça ne fait pas honneur aux opposants qui prennent le pouvoir. Sincèrement, ça ne fait pas honneur aux opposants qui prennent le pouvoir. Maintenant, au niveau de la justice, quand nous prenons le cas d'Ousmane Sonko, et quand vous voyez la condamnation, on a l'impression, parce que moi, que je vous dis, quand c'est juridique, je ne veux pas me mêler. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Je suis un homme extrêmement prudent sur ces questions-là. Sur le plan juridique, je ne veux pas donner vraiment mon opinion, mais c'est vrai que quand vous voyez, on a l'impression que la condamnation a été faite pour empêcher quelqu'un d'être candidat à la magistrature suprême. Et c'est grave. Si nous voulons diriger nos pays comme ça, c'est véritablement grave. C'est grave. Et nous, ça nous fait honte en tant que panafricanistes. Donc, maintenant, au niveau de la justice, est-ce que la justice a été instrumentalisée? Oui ou non? Je n'en sais trop rien. Mais on a l'impression, on a vraiment l'impression, la manière dont ça a été fait, qu'on a quelque chose contre quelqu'un. Et ça fait la honte de la justice sénégalaise. Et ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, sur le fond, il y a un certain nombre d'incohérences aussi qu'il faut relever. Et un certain nombre d'incohérences qu'il faut relever. Et au niveau des oppositions, si nous savons que nous sommes dans des pays où la justice peut être instrumentalisée, au niveau des opposants, nous devons faire attention aux actes aussi que nous posons. Alors, je voulais parler de démocratie, mais vous l'avez déjà mentionné. Est-ce qu'il y a, quand on veut parler par exemple de démocratie, la démocratie a de l'avenir au Sénégal avec ce qui se passe en ce moment, monsieur Innocent Kagbara, et que ferez-vous si vous étiez à la place donc de l'opposant Ousmane Sonko? Bon, il faut dire, hein, c'est les forces en présence qu'il faut voir. Il faut voir le rapport de force. De 2 choses l'une. Ou soit il va au bout de sa logique pour créer les conditions, parce que la peur doit changer de camp rapidement. Si cela n'est pas fait dans les 48 heures, c'est très difficile qu'après que vous puissiez avoir un soulèvement. C'est très difficile. Et si on applique le verdict issu du tribunal, c'est vrai qu'il n'est pas éligible. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver au niveau de l'opposition quelqu'un qu'il peut soutenir pour créer les conditions de cette alternance? Parce que c'est ça qui a été fait en Gambie. Parce que si ce n'est pas nous, on doit faire en sorte que ça soit un autre, le soutenir. Mais le problème en Afrique, c'est que quand vous soutenez l'autre, quand il prend le pouvoir, vous-même, vous devenez son premier adversaire. On a vu ça dans des pays limitrophes du Togo. On a vu des amis se soutenir. Quand l'autre prend, il fait tout pour que, d'abord vos affaires, il fait tout pour vous anéantir, il fait tout pour que vous soyez exilés. C'est pour ça que nous ne faisons pas confiance. Mais si on se rend compte que le rapport de force n'est pas en faveur du camp Sonko, il doit faire tout pour créer les conditions que cette frustration puisse permettre aux gens d'aller dans les urnes pour chasser Macky Sall du pouvoir. Donc, des 2 choses l'une. S'ils ont les moyens de chasser Macky Sall, ça doit s'opérer rapidement. Parce que si ça ne s'opère pas rapidement, c'est fini. Et si le verdict est appliqué et s'il advient qu'il soit arrêté, on verra quel est le rapport de force sur place.
Parce que est-ce qu'il va se laisser faire? Je ne crois pas. Quand vous entendez son discours, je ne crois pas qu'il se laissera faire, même s'il y a une condamnation. Nous rappelons que vous êtes dans Avis de la diaspora sur Afro-Web TV. Nous avons un téléspectateur en ligne qui revient, Monsieur Philippe Amedodi. Allez-y pour votre intervention. Oui, grand merci Moïse. Et j'aimerais peut-être rappeler à l'honorable député Innocent Kagbara que au Togo, le chef d'État actuel fait pire que Macky Sall. Hein. Bon, peut-être, d'aucuns même diront que c'est le modèle togolais qui est recopié un peu partout. Hein. Le virus a atteint Côte d'Ivoire, maintenant c'est le Sénégal qui l'a atteint. Faure Gnassingbé est à son 4e mandat. Alors ma première question, monsieur le député, Faure a charcuté la Constitution pour pouvoir donc se présenter. Donc normalement en 2025 il peut encore se présenter. Donc il peut briguer un 5e mandat. Le compteur, monsieur Philippe Amedodi, le compteur a été mis en zéro à un certain moment. Oui, mais c'est ce que Macky Sall est aussi en train de faire. Donc, est-ce que... Non, mais c'est quoi un opposant... C'est vrai que vous dites, je vais terminer. Non, pour un opposant... Monsieur Innocent Kagbara, on va le laisser terminer et puis vous allez répondre. Tout à fait. Vous dites, nous aussi, en tant qu'Africains, nous sommes écœurés par l'attitude. Il y a des vidéos qui ont circulé où Macky Sall, il y a quelques années, était en croisade contre Abdoulaye Wade qui voulait faire un 3e mandat. Aujourd'hui, il revient pour faire le même coup. Donc, c'est vrai que c'est très, très dégoûtant. Mais je dis, parallèlement au Togo, ça a été fait, mais en tant que député, on ne vous a pas vu monter au créneau pour dire que, ça aussi, c'est vrai que Faure n'était pas un opposant. Mais il a charcuté, il a fait en sorte de se représenter et, d'aller jusqu'à 5 mandats. Voire pire, hein, peut-être qu'il reste là, il va encore faire peut-être, il va rester au pouvoir jusqu'au jour de son décès. Qu'est-ce que concrètement au Togo, parce que moi j'aimerais qu'on revienne au Togo, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que rien n'a été fait auparavant. Donc on a laissé Faure, en tout cas vous, je ne vous ai jamais entendu vous prononcer sur cette question-là, des mandats à rallonge. Au Togo, Faure pourra faire pourra briguer un 5e mandat. Donc on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous ne craignez pas que les Sénégalais vous disent commencez à balayer d'abord chez vous au Togo avant de venir chez nous au Sénégal? Merci. Merci. 30 secondes pour répondre à la question du téléspectateur. Oui, je crois que pour un opposant, c'est honteux. Pour un opposant, c'est véritablement honteux que nous puissions reprocher des choses et que nous fassions pire que ce que nous venons remplacer. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, en revenant au cas togolais, nous n'étions pas dans l'opposition quand M. Faure a pris le pouvoir. Nous sommes venus pour rétablir une constitution qui nous permet une limitation de mandat. C'est nous qui avons fait cette limitation. Je crois que nous avons manqué de stratégie au niveau de l'opposition. Si on avait accepté, si nous étions là, Faure aurait pu faire peut-être seulement 2 mandats et partir. Les gens ont refusé, ils ont repoussé, alors que le rapport de force n'était pas en leur faveur. Parce on avait sauté la limite de mandat. C'est maintenant que nous avons permis à ce qu'ils puissent avoir cette limite-là. Donc nous disons, quoi qu'il arrive, au plus grand temps, en 2030, M. Faure Gnassingbé peut-être va quitter le pouvoir. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est nous qui avons permis ça, parce qu'avant c'était ouvert, c'était illimité. Donc il ne faut pas comparer, je suis aussi d'accord avec ce qu'il dit, mais il ne faut pas comparer les deux choses. C'est 2 situations totalement différentes. Il fallait faire en sorte que nous puissions avoir cette limitation de mandat. Et le rapport de force n'était pas en notre faveur. Et là où nous sommes encore plus énervés, c'est que des opposants puissent prendre le pouvoir et faire pire que les gens qui sont venus remplacer. Nous sommes en train de recevoir notre téléspectateur. Nous vous demandons tout simplement de diminuer le volume de votre télévision chez vous, puisqu'on peut nous recevoir et faire la qualité de notre émission. Alors, vous êtes en direct, allez-y. Oui, je vous remercie parce que quand l'honorable est en train de développer le problème sénégalais, oui. Là, je vois que le problème togolais est vraiment
comme si rien ne se passe. Effectivement... C'est votre point de vue quand même. Vous aurez remarqué que tout ce qui se passe, le Togo est comme le laboratoire. Parce que quand il y a eu des concertations, nous avons vu toute la CEDEAO venir se mobiliser derrière, et puis à la fin, le constitutionnaliste qu'ils ont envoyé pour proposer la constitution en me disant nul ne peut faire plus de 2 mandats, c'est balayé, c'est mis dans les tiroirs. Mais nous n'avons pas eu de réaction. Mais ce qui m'écoeure un peu, c'est cette attitude des députés. Aujourd'hui, on ne voit même pas la formation politique, ils ne vont même pas vers leur population. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que des députés, en tant que des partis politiques pour aller vers vos populations? Mais on ne voit pas cela. Mais aujourd'hui, on va aller au-delà pour critiquer d'autres alors que chez nous c'est pire. Donc moi, je voudrais rebondir en proposant tout simplement que la population togolaise, l'opinion a besoin vraiment de l'information. Parce que toutes les personnes, vous avez remarqué qu'en tant que des Togolais aujourd'hui, il y a que Philippe Amedodi et peut-être moi, nous sommes en train de suivre l'émission parce que la majorité ont peur aujourd'hui pour s'exprimer. Parce que là, nous demandons sincèrement que vous pouvez avoir aussi les gens, les membres de la CENI, mais cela n'est pas suffisant parce que nous connaissons tous les méthodes. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous demandons vraiment à ces députés ou à ces partis politiques d'aller vers les populations aujourd'hui pour mieux leur parler. Merci de nous avoir appelés. Honorable, vous voulez rebondir sur l'intervention? Oui, mais je crois que c'est un engagement que nous avons pris. Nous ne faisons pas seulement la politique à Lomé, nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire et nous irons vers la population, nous irons expliquer, il faut expliquer. Le cas togolais, c'est un cas particulier. C'est vrai, ça fait mal. Il y a de la frustration, les gens ne sont pas contents. Les gens disent, pourquoi est-ce que, ou bien c'est le cas togolais qui inspire. Je suis un peu d'accord, mais ça a sa particularité. Il faut tenir compte de la particularité. Et comme je le dis, ça nous fait mal. Mais tenons compte du rapport de force. Tenons compte du rapport de force. Il y a des pays où des choses peuvent se passer. Il y a d'autres pays où ça ne peut pas se passer. D'où nous venons, de 2005 à maintenant, où nous sommes actuellement. C'est ça le plus important. C'est vrai qu'on peut dire, oui, en telle année, il y a eu ça, en telle année. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que nous voulons maintenant? C'est ça le plus important. Et chaque pays a sa particularité. Quand nous parlons du Sénégal, les gens ont été habitués à l'alternance. Et ce n'est pas normal qu'un opposant vienne se remettre du désordre. C'est ça que nous disons. Mais nous ne disons pas que c'est mieux au Togo. Nous n'avons jamais dit ça. Nous n'avons jamais dit ça. Ce que nous devons chercher, c'est faire en sorte que nous puissions avoir de l'apaisement. Que nous puissions aller à des élections, que tout le monde puisse reconnaître les résultats. Parce que nous venons de loin. Le Togo a sa particularité. Donc, il y a un certain nombre de comparaisons que nous faisons, mais il y a une certaine spécificité aussi liée au pays. Et je crois qu'en quelques années, quand même, nous avons fait un bond, parce qu'au moins maintenant, nous pourrons nous parler. Au moins, il y a un certain nombre de choses qui nous permettent d'aller vers les populations, les sensibiliser, comme il l'a dit. Je le remercie. Ce travail sera fait. Ce travail sera fait. Mais nous avons aussi des faiblesses au niveau de l'opposition. Il ne faut pas penser que les partis de l'opposition ont de l'argent qui peut faire des choses. Il y a certains partis, même pour faire leur congrès, je vous assure à Lomé, ça a été la croix et la bannière pour faire le congrès. C'est parce qu'il y avait une date butoir que les gens ont pu prendre l'argent à gauche et à droite. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'ils aillent sur le terrain? C'est pas aussi évident qu'on le pense. Alors, nous sommes toujours dans la seconde partie de notre émission Avis de la diaspora. Un appel entrant donc depuis Washington. Bonjour. Bonjour bonjour à tout le monde. C'est Franck Ayo et j'aimerais poser une question à l'honorable député, M. Moussa Kabara. Allez-y. J'appelle de la Californie. Et ma première question est, est-ce que clairement, monsieur l'honorable est candidat aux prochaines élections dans 2 ans, 3 ans, ou si sa stratégie c'est de participer aux élections dans 7 ans. Et à la suite de cette question, ma question suivante est quelle est clairement sa stratégie pour gagner la magistrature? Parce que jusqu'ici, les données nous montrent que, à moins que quelque chose ne change, le parti au pouvoir, il restera toujours.
Mais nous entendons l'honorable parler, nous sommes très heureux de son plan. Mais en termes de stratégie, comme le dit souvent, quelle est clairement lui sa stratégie pour pouvoir gagner la magistrature? Au pire des cas, nous pensons que le régime actuel y restera. Merci. Merci. J'aimerais le rassurer pour dire que nous sommes en train de faire ce travail. Depuis que nous avons pris la tête de notre parti, nous sommes en train de faire un travail de maillage du territoire et nous voulons connaître quel est notre poids politique. Quel est véritablement notre poids politique? Nous sommes en train de structurer le parti, nous sommes en train de construire notre offre politique basée sur un programme de qualité. Et nous devons le faire avec l'ensemble des forces vives de la nation et surtout nos frères de l'opposition pour que nous puissions avoir un programme qui nous permette, nous, pour les élections à venir, nous voulons un maximum de députés, nous voulons un maximum de sénateurs pour notre formation politique. Comme ça, nous pourrons nous coaliser avec ceux qui voient les choses comme nous. Nous ne voulons pas être dans des coalitions qui ne servent à rien, parce que c'est des gens qui ne s'aiment pas. Nous voulons incarner nous-mêmes d'abord et faire en sorte que notre travail puisse payer au niveau du Parlement. Si nous avons plus de députés, ça nous donne une certaine capacité de pouvoir mettre la pression sur le parti au pouvoir. Maintenant, les élections de 2025, il est trop tôt pour se prononcer sur la question. Mais si nous y allons, c'est pour voir quel est notre poids, combien nous pouvons avoir. Est-ce que ça nous permet au second tour d'avoir les autres forces de l'opposition pour gagner? Sinon, nous, en réalité, nous l'avons toujours dit. Notre objectif, c'est 2030. Et je vous assure qu'en 2030, c'est un parti politique de l'opposition qui va assurer l'alternance. Peut-être que ça sera un centriste. Je pense que ça sera un centriste. Parce que nous sommes en train de prendre le terrain et nous avons fait notre mue parce que nous avons créé les conditions pour que les jeunes puissent être dans nos partis. Nous demandons aussi à nos grands frères de créer ces conditions pour qu'à la tête de leur parti, nous puissions avoir des jeunes avec lesquels nous pouvons nous connaître dès à présent et construire une offre politique commune. Parce que quand les gens se connaissent, ils peuvent travailler ensemble. Et ce qui nous permettra de créer une dynamique positive jusqu'aux élections de 2030 pour assurer l'alternance. En 2030, moi, je vous le garantis, ça sera, nous allons assurer l'alternance. Soit nous serons au pouvoir, soit nous serons dans un gouvernement où un centriste ou un opposant va assurer l'alternance. Ça, je vous le garantis. Parole de M. Innocent Kagbara, président du PDP sur la stratégie en elle-même, nous ne pourrons pas la dévoiler sur des plateaux. Vous êtes d'accord avec nous? Mais nous vous avons dit quelles sont les conditions, quels sont les actes que nous devons poser pour créer les conditions d'une alternance pacifique, assurée par un centriste. Mais la stratégie, je peux échanger avec lui de temps en temps, mais il est trop tôt pour mettre sur la place publique notre stratégie. Mais nous sommes en train de travailler. Et je crois que d'ici quelques années, nous allons beaucoup plus nous faire confiance au niveau de l'opposition. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous nous reprochons? Pas grand-chose. C'est une question d'ego, c'est une question de qui a fait quoi. Des fois, on n'a même pas de preuve que la personne a fait ci. Mais dès lors que vous avez dit ça, là, on ne peut plus vous parler parce que vous êtes vendu. C'est ça qui ne nous a pas permis de construire l'opposition. Nous devons sortir de ça pour pouvoir nous unir et construire un discours, nous entraider pour que nous puissions assurer l'alternance. Ce n'est que la seule voie au Togo. Parce que je ne crois pas que la rue puisse nous assurer l'alternance. Si la rue devait assurer l'alternance au Togo, on aurait déjà assuré l'alternance. Il y a belle lurette. Merci, M. Innocent Kagbara. Nous faisons un retour pour notre dernière question concernant le Sénégal très rapidement, puisqu'il y a également la Guinée-Bissau que nous allons aborder pour terminer cette émission. Quand on parle aujourd'hui donc d'Ousmane Sonko, il a été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ce procès est véritablement unique et c'est vrai qu'il y a des voies de recours puisqu'ils sont juste en première instance. Ils peuvent faire l'appel ou faire le pouvoir en cassation. Dites-nous, quel est l'avenir d'Ousmane Sonko selon vous et quelles leçons tirer de tout ce qui se passe aujourd'hui? Si vous, en tant qu'opposant, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et à toute la communauté sénégalaise ou aux collaborateurs d'Ousmane Sonko? Non, mais de maintenir la pression par tous les moyens. De maintenir la pression par tous les moyens pour créer des conditions pour inverser le rapport de force. Parce que si vous n'inversez pas le rapport de force, comme je vous ai dit très rapidement, les choses, tout le monde va vaquer à ses occupations et à la veille des élections, ils vont militariser le pays. Donc, c'est faire tout pour inverser le rapport de force. S'ils ne le peuvent pas, ne soyons pas égoïstes. Voyons quel est le leader que Ousmane Sonko peut soutenir au niveau de l'opposition. Si il advient qu'on fasse en sorte qu'il ne soit pas candidat,
On peut créer des conditions pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le pouvoir. On l'a eu en Gambie avec Adama Barrow. Si c'est l'alternance notre visée, même si le leader, moi-même, si je me sens que je ne peux pas être candidat ou soutenant quelqu'un pour créer des conditions d'une certaine alternance. Donc, moi, je dis que les Sénégalais doivent toujours être optimistes. Et Ousmane Sonko, qu'il soit condamné, qu'il ne soit pas condamné, l'avenir de quelqu'un, ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Quoi qu'on fasse, quoi que Macky Sall fasse, Ousmane Sonko sera président au Sénégal. Et c'est un panafricain sur lequel nous comptons parce qu'il incarne une certaine façon d'assurer une certaine rupture entre ce que les anciens incarnaient et ce que nous incarnons. Et nous voulons qu'on nous respecte. Et ça, ce n'est pas négociable. Et ça, je reconnais ces valeurs en Ousmane Sonko. Parole donc de M. Innocent Kagbara, notre invité de ce jour. Direction Guinée-Bissau pour parler donc des élections également. Selon la Commission nationale des élections, tout est fait prêt pour l'élection demain, c'est-à-dire dimanche. Le matériel électoral a pu être acheminé dans les 3000 bureaux de vote. Le comptage des résultats révèle que la commission électorale, qui est la seule habilitée à diffuser et à afficher les résultats, est déjà prête. Et cette dernière demande par ailleurs aux électeurs de voter correctement pour éviter d'avoir un nombre important de votes blancs ou bien de votes nuls. Si je vous posais la dernière question concernant votre réaction par rapport à l'actualité en Guinée-Bissau, que direz-vous, M. Innocent Kagbara? Mais je n'ai pas très bien compris le sens de la question. C'est au niveau du vote? Au niveau des élections qui auront lieu demain et du vote, puisque nous avons toujours le président qui concourt également avec les autres. Mais que le meilleur l'emporte. Tout ce qui est important pour nous, c'est que créer des conditions d'une certaine alternance chaque 10 ans. Ça permet de renouveler les énergies. Même si vous êtes intelligent n'importe comment, au bout de 10 ans, je pense que vous avez suffisamment fait le tour. Il faut permettre à d'autres de venir faire mieux. Quand vous prenez le Bénin, Kérékou est parti, Yahi Boni est venu, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, Talon, vous avez vu que c'est carrément une rupture par rapport à Yahi Boni. Et ça permet au pays d'avancer. Et c'est ce que nous devons souhaiter à l'ensemble de nos pays africains, en commençant par la Guinée-Bissau. Monsieur Innocent Kagbara, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour notre émission en vie de la diaspora. Vous êtes face à votre caméra aujourd'hui et face à la diaspora. Quel est votre message à toute la diaspora qui vous suit sur AfroWeb TV? On peut aimer des gens ou ne pas les aimer, mais il faut reconnaître, même si vous n'aimez pas le lièvre, qu'il court plus vite que vous. C'est vrai, nous avons des qualités, nous avons des défauts. Pour des choses que nous n'avons pas pu faire, écoutez, il faut nous excuser. Mais pour aussi nos qualités, il faut les reconnaître. C'est ce que je voulais dire pour que nous puissions, au niveau de nos oppositions, au niveau de l'Afrique, pour que nous puissions nous retrouver. C'est fondamental. Si nous ne nous retrouvons pas, nous sommes en train de nous affaiblir. À chaque fois que nous nous critiquons entre nous, sur la place publique, nous sommes en train de nous affaiblir. Et il ne faut pas que les résultats nous étonnent après. Donc nous devons être sérieux dans notre démarche pour pouvoir nous unir, pour pouvoir proposer une alternative crédible afin d'assurer une certaine alternance chaque 10 ans dans l'ensemble de nos pays africains. Pour assurer la stabilité, cette stabilité et la cohésion, le patriotisme nous permettra d'aimer notre pays et pouvoir construire nos pays. Et à l'endroit de nos dirigeants, c'est que nous devons prôner la bonne gouvernance parce que nous devons gouverner pour le plus grand nombre. C'est véritablement important que nous puissions laisser des nations stables d'ici 10, 20, 15 ans et que nous puissions compétir. Et nous voulons incarner la rupture d'un président africain que je ne vais pas nommer le nom, la réussite économique. Par exemple, qu'on les aime pas, hein, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Mais le président, par exemple, Patrice Talon, incarne une certaine rupture que nous apprécions. Le président, même si nous avons des opinions sur lui, de la Côte d'Ivoire, incarne également une réussite économique que nous apprécions. Le président, même du Togo, incarne une certaine réussite sur le plan diplomatique que nous apprécions. Et le président Kagame incarne un certain courage par rapport aux Occidentaux que nous apprécions. Donc, le cocktail de ces choses-là nous permettront d'être une nation fière de nos identités. Nous puissions nous affirmer, nous puissions nous faire respecter pour que nous puissions ensemble, avec la diaspora et l'ensemble des énergies, construire nos États.
Merci, monsieur Innocent Kagbara. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes député à l'Assemblée nationale togolaise et président du parti politique démocrate et panafricain au Togo, et vous êtes entrepreneur. J'espère qu'on vous recevra également dans une autre de nos émissions pour parler de l'entrepreneuriat avant que vous ne retourniez au bercail, et ça nous fera trop plaisir. Ça a été également un plaisir et surtout un honneur de vous recevoir dans cette émission, surtout de faire face à la diaspora qui n'est pas aujourd'hui surtout facile. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nos émissions sont toujours en replay sur votre chaîne YouTube Afro-Web TV. Abonnez-vous et faites-en votre chaîne puisque c'est l'Afrique qui gagne. On se revoit pour un autre numéro avec le même plaisir sur la meilleure antenne de la diaspora Afro-Web TV. Ciao, bye.